Laisse béton! Quitter la grande ville pour monter un projet dans un territoire, c'est une aventure passionnante, mais soyons honnêtes, c'est loin d'être une gentille promenade sur un chemin bordé de pétales de roses, vous l'avez compris si vous êtes un auditeur fidèle de ce podcast. Même si le besoin auquel votre projet doit répondre relève de l'essentiel et que vous avez déjà identifié des partenaires à embarquer dans l'aventure, la route va être sinueuse. Eh bien, figurez-vous qu'il existe des incubateurs d'innovation sociale qui accompagnent gratuitement les porteurs de projets d'intérêt collectif qui répondent à un besoin sociétal identifié sur un territoire. Je suis très heureuse que l'un d'entre eux, Alter Incube, ait tapé à la porte de Laisse Béton pour se faire connaître. Anne Tardy nous explique dans cet épisode le fonctionnement d'Alter Incube en région Centre-Val de Loire, mais sachez que l'incubateur est également présent en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse Béton et bonne écoute. Bonjour Anne. Bonjour Amélie. Et merci d'accepter cette interview et de répondre à mes questions. Je suis curieuse de découvrir ce qu'est Alter Incube. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est ? Alors, Alter Incube, c'est un parcours d'accompagnement pour tous les porteurs de projets, quel que soit leur statut, donc individuel, collectif, entreprise, voilà, qui en fait veulent développer un projet d'innovation sociale. Innovation sociale. Comme sur Internet, on souligne et on peut avoir une définition, c'est voilà, ça. C'est ça. Qu'est-ce que vous appelez innovation sociale alors ? En fait, pour faire simple, on peut dire c'est les projets d'intérêt collectif et au service du territoire. Donc en fait, c'est vraiment l'entrée dans le projet et dans la volonté d'entreprendre. Elle se fait par la volonté de répondre à un besoin du territoire, un besoin qui n'est pas couvert ou qui est mal couvert sur son territoire. Et pas par rapport à d'autres façons d'entreprendre qui sont de répondre avant tout à un marché. Là, on est vraiment avant tout de répondre à un besoin sociétal. Alors, comment est né Alter Incube ? Est-ce que c'est justement le constat que certains besoins n'étaient pas couverts par tout ce qui peut exister, public et privé ? Quelle est l'histoire en fait derrière ? Alors, Alter Incube, c'est la convergence, on va dire, de deux choses. D'une part, dans le cadre de la politique régionale de la région Centre-Val de Loire et dans sa stratégie régionale de l'ESS, de dire actuellement ces projets, les projets de territoire, il n'y a pas de dispositif pour les accompagner sur notre région. Donc la volonté est inscrite dans la stratégie régionale de l'ESS de dire on va faire un incubateur ESS ou un incubateur d'innovation sociale. Et parallèlement, de l'autre côté, en fait, l'Union régionale des SCOP, donc qui porte le dispositif, avait développé en région Languedoc-Roussillon à l'époque. Maintenant c'est Occitanie, mais à l'époque c'était encore Languedoc-Roussillon, un parcours d'accompagnement pour les porteurs de projets qui s'intéressaient à l'intérêt collectif. Voilà. Donc parce qu'il y a un statut coopératif qui s'appelle la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif. Et donc avait développé tout un parcours d'accompagnement sur l'intérêt collectif, comment on structure une activité et on mobilise les parties prenantes sur un territoire pour répondre à l'intérêt collectif. Et donc les deux se sont rejoints, la stratégie régionale de l'ESS en Centre-Val de Loire et l'Union régionale des SCOP. Du coup, l'Union régionale des SCOP a dit nous on peut proposer cet incubateur-là sur la région Centre. Et donc voilà, en 2018, on a lancé l'incubateur en région Centre. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de projet que vous avez accompagné ? Alors plusieurs d'ailleurs. Oui, alors des projets, il y en a. Une thématique qui vient sur 3 territoires. On a accompagné 3 projets différents sur 3 territoires, mais sur la même thématique, qui est la valorisation des biodéchets. Donc là, typiquement, c'est vraiment donc un besoin
collectif qui s'inscrit dans la loi AGEC, là, de dire va falloir valoriser les biodéchets, c'est nouveau, et les collectivités comment elles vont faire, et les particuliers comment ils vont pouvoir répondre à cette injonction en fait de la loi, puisque ça rentre dans la loi AGEC maintenant. Il va falloir trier et valoriser les biodéchets. Et donc 3 projets sur un en milieu plus rural dans le Cher, d'autres projets des fois un milieu urbain, un peu plus urbain, de dire on va proposer une collecte en mobilité douce, donc c'est souvent en vélo, et la valorisation en compost, voilà, avec des projets vraiment territoriaux, on va dire à des niveaux plus restreints que les gros projets de méthanisation qu'on peut voir fleurir sur la valorisation des biodéchets. Une autre thématique qu'on accompagne beaucoup, c'est les projets de tiers-lieux, en fait, en milieu rural en particulier. Donc, de dire comment une activité, une envie citoyenne, souvent, une envie citoyenne qui rejoint un besoin de la collectivité de faire de l'attractivité, de proposer des services à ses concitoyens, et une envie des citoyens d'avoir eux-mêmes, de pouvoir avoir des lieux où ils puissent s'investir, où ils peuvent développer des idées, des projets, et tout ça avec la notion de pérennité et donc de modèle économique. Voilà, quand même, un petit peu derrière. Donc, et là-dessus, donc nous, on va accompagner. Effectivement, ça peut venir soit de la collectivité, soit du collectif de citoyens, soit de citoyens, enfin d'un collectif plus ou moins étendu, on va dire. Et donc on va les accompagner, nous, déjà à bien faire leur diagnostic de territoire. En fait, c'est vraiment ça l'entrée, la première phase, c'est de se dire comment je vais vérifier que le besoin que moi j'ai dans ma tête, il est partagé par l'ensemble des personnes. Comment derrière, après, ces personnes-là, je vais arriver à les mobiliser dans mon projet, à les impliquer. Et à quel niveau? Donc, on va réfléchir sur la gouvernance, sur les notions de gouvernance partagée, et c'est pas une injonction de faire une association, une coopérative, mais c'est bien de dire comment je peux le faire, même dans une entreprise classique, en fait. Comment je peux, à un moment, interroger les gens et les faire participer à la gouvernance. En quoi consiste votre accompagnement? Est-ce qu'il est le même pour tous les types de projets? Combien de temps ça dure? Est-ce que c'est payant? Comment ça marche? Alors, l'accompagnement, il se structure vraiment. Enfin, voilà, on n'a pas de lieu physique, je précise, mais on a la volonté de vouloir quand même créer une communauté de projets. Donc, l'accompagnement, en fait, on fonctionne par appel à projet. Tous les 6 mois à peu près, on fait un appel à projet. Et donc avec un dossier de candidature assez simple où la première question c'est quel besoin avez-vous identifié? On est vraiment là-dessus, quoi. Quel besoin, et surtout quelle est la volonté d'impliquer des parties prenantes. En fait. Ces deux volontés-là, ces 2 entrées-là, c'est vraiment les 2 entrées les plus importantes. Derrière, bien sûr, on va travailler tout le reste, modèle économique, la pérennité de la chose. Mais en fait, la volonté à la base, elle est hyper importante, quoi. Donc voilà, et appel à projet, et du coup c'est un accompagnement qui peut aller jusqu'à 16 mois, qui se structure autour d'un parcours collectif, donc avec des ateliers qui sont vraiment du travail collectif, de l'intelligence collective, des différents projets de toute la région, mais sur la stratégie, sur le modèle éco, sur la gouvernance. Après, on va travailler aussi le niveau commercial, le niveau communication. Mais à chaque fois, c'est vraiment sous le principe d'action, quoi. On donne un peu de matière et derrière, on travaille ensemble chacun sur son projet, mais ensemble avec la volonté un peu innovation sociale, quoi. D'accord. Et donc ça se fait à distance, c'est ça? Alors ça, les ateliers collectifs, ils sont en présentiel. Okay. Alors ça, effectivement, pour les territoires un peu éloignés, ça peut être un peu loin, sachant qu'on est sur Orléans la plupart du temps. Orléans ou Tours, on fait les ateliers en fonction de la composition des cohortes. Si jamais on n'avait que des projets de l'Indre, eh bien on viendrait faire nos journées dans l'Indre. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais cette structuration collective et en présentiel, elle est vraiment importante. Alors ça fait à peu près 2 jours toutes les 3 semaines. Voilà, on est en train de mettre en place un système aussi un peu d'indemnisation, au moins pour les porteurs de projets demandeurs d'emploi, quoi. Enfin, voilà.
Quand c'est des salariés de structure, non pas forcément, mais en tout cas pour les demander un système d'indemnisation pour pouvoir au moins couvrir le train et une location, voilà, une chambre s'il faut. Mais vraiment, on garde cette notion collective et pour le moment, on n'a pas encore assez de projets pour en faire un peu partout, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Et après, il y a un accompagnement individuel qui, lui, c'est un suivi que on fait. On est 3 chargés d'accompagnement sur l'équipe et donc on accompagne les projets individuellement. Et donc là, ça va être ensemble retravailler ce qui a été vu en collectif, mais aussi, c'est un peu du... Alors, j'aime pas trop le mot, mais bon, c'est quand même le mot qui dit le mieux, un peu de coaching, voilà, mais même les questionnements, la mise en réseau, le regard extérieur, voilà, et approfondir tout ce qui a été fait en collectif, voilà, faire avancer le projet, quoi, en individuel. Et à l'issue de l'accompagnement que vous proposez, le porteur de projet est prêt à quoi? À lancer son activité? Vous allez jusqu'où en fait? Alors nous, on va se situer sur un parcours qu'on va dire un peu structurant. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de résultat. On va accompagner le porteur de projet du stade où il en est et en lui donnant des outils pour qu'il avance au mieux. Après, chacun avance à son rythme. Ce qui se passe, c'est que ça se passe en 2 temps. Il y a souvent les 4 premiers mois où on l'a vraiment travaillé vraiment sur le diagnostic de territoire, réfléchir, aller vérifier que c'est une bonne idée, se mettre en réseau, mobiliser autour du projet, et l'écrire en fait, le formaliser, pouvoir le partager. Et donc ça, c'est les 4 premiers mois qui sont assez intenses. Et après, pendant 1 an encore, à peu près, un peu plus d'1 an, on va les accompagner à la première marche. Comment on va trouver cette première marche en fait, comment on va commencer. Et là, je fais la comparaison un peu avec l'innovation technologique. En fait, l'innovation sociale aussi, ça se finance pas hyper facilement parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais par contre, on n'a pas ce retour sur investissement qui peut être promis dans l'innovation technologique. Donc, il faut faire cette preuve de concept pas à pas, prouver que oui, regardez, ça répond bien aux besoins, l'impact il est là, mais c'est pas de la grosse levée de fonds comme une start-up, quoi. Donc nous, on va les accompagner sur ce chemin-là. Quelle est la première marche, puis la deuxième, pour définir cette preuve de concept et dire oui, on répond bien aux besoins avec cette solution-là. Après, on a des projets qui se créent dès le début, enfin les structures qui se créent dès le début avec une espèce d'expérimentation et de recherche-action permanente, et donc ils commencent déjà leur activité pendant tout le temps de l'incubateur. D'autres qui ont une temporalité ou non, ils vont monter le projet, chercher des financements, chercher des partenaires, enfin chercher des partenaires d'abord, puis des financeurs, et hop, ils vont se monter derrière, et avec un parcours beaucoup plus linéaire. Mais c'est pas la majorité. La majorité du temps, il y a une structure de préfiguration, souvent associative, qui se crée. Et puis derrière, on teste, on expérimente un collectif, un domaine d'activité, un autre, voilà. Et ça se fait pas à pas, quoi. Qui sont les porteurs de projets que vous accompagnez? Est-ce qu'il y a un profil type en termes d'âge, de provenance? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Qui sont-ils? Ou est-ce que c'est extrêmement varié? Est-ce que c'est le reflet de la société ou pas? Non, enfin, je sais pas. j'ai un biais on a quand même beaucoup de reconversions, en fait, quand même. D'accord. Beaucoup de personnes qui arrivent à un moment où veulent donner du sens à ce qu'ils font. Et donc, on a un peu moins, peut-être que dans d'autres incubateurs, ce profil très entrepreneurial. Ouais, d'accord. Donc, voilà, ce qui est du coup à accompagner pour la création d'entreprise, un enjeu pour nous aussi, parce qu'en fait, les gens, ils sont avant tout là parce qu'ils veulent répondre à un besoin qu'ils l'ont identifié, et que, oui, bien sûr, ils ont besoin de se rémunérer dessus et de trouver une activité, parce que, voilà, le monde est fait comme ça. On a quelques projets qui sont portés par des collectifs totalement bénévoles. Donc, ça veut dire derrière quelle va être la possibilité de créer un emploi, comment ils vont devenir employeurs, en fait, finalement aussi, parce que c'est un changement de paradigme d'être employeur et juste porteur de projet. Mais on a quand même, dans les porteurs de projets un peu plus individuels, qui arrivent avec une idée forte
On a beaucoup de personnes en reconversion. Et là, par contre, l'âge est assez variable. Mais c'est vraiment des personnes qui, à un moment, veulent donner un sens à leur activité, quoi, en fait. Nous, on est vraiment dans l'accompagnement et pas dans le conseil. Voilà. C'est donner tous les éléments pour que les gens avancent. Nous, on est juste là pour donner on va dire un peu le guide pour que cette envie qu'ils avaient d'intérêt collectif et de réponse aux besoins du territoire, il reste et que du coup, ça soit ancré dans la structure même et dans l'activité du projet. Et parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on est accompagné pour porter un projet, le regard porté que ça soit des financeurs ou des personnes qui vont accompagner, va être sur la rentabilité économique uniquement. Donc nous, on est là un peu pour oui, bien sûr, il faut que ça soit rentable, il faut que les gens se rémunèrent, il faut que les gens que le travail soit payé, quoi. C'est pas, voilà, c'est normal. Mais par contre, que l'idée de départ, de se dire on veut répondre à un besoin, elle arrive à être ancrée dans le projet profondément. D'accord. Qu'est-ce que vous préférez dans votre rôle ? Ce que je pense, c'est c'est les liens, les mises en relation, en fait, j'allais dire ça comme ça, enfin, la création du réseau entre, on est vraiment au croisement d'un écosystème très social, quoi, et d'un écosystème vraiment économique, et de se dire, on arrive à faire les ponts et à faire avancer ensemble l'ensemble du territoire, quoi. Et on n'est plus sur d'un côté le développement économique, d'un côté le développement territorial, mais de faire des ponts entre les entreprises très classiques, mais aussi les associations, et de se dire on peut travailler ensemble. Et voilà, moi c'est cette position-là un peu entre les deux qui vraiment m'enthousiasme, on va dire, et me dire on peut faire autrement. Après, voilà, les préjugés ont la vie dure sur l'entrepreneuriat et la posture en particulier des porteurs de projets, la nécessité d'être d'une personne qui maîtrise, un leader, cette notion-là, et la notion de partage de la gouvernance, c'est pas forcément le plus facile, en tout cas dans l'entrepreneuriat. Mais on aime pouvoir, en tout cas, donner les clés à nos porteurs de projets pour qu'ils puissent l'expérimenter, que l'ensemble des personnes puissent à un moment faire que le projet n'est plus un projet uniquement personnel, mais bien un projet collectif, quoi. Et de tous les projets que vous avez vus passer ou accompagner vous-même, est-ce qu'il y en a un qui est emblématique, pour lequel vous vous dites je suis contente d'avoir mis ma patte là-dessus ou d'avoir été témoin de ça? Alors il y en a plusieurs. La chose, c'est qu'il y en a aussi pas. Enfin voilà, ça fait donc 3 ans. Le parcours il dure 16 mois. Donc en fait, les projets vraiment qui sont en activité, où on peut se dire ceux-là c'est bon, ils sont sortis d'affaires, ils tournent. Il y en a pas tant que ça. Ouais, bien sûr. Parce qu'on est encore jeune. Néanmoins, actuellement, je pense à un projet qui va sortir bientôt du parcours, parce que c'est fini, et qui est en fin de structuration, et qui est un projet de conserverie artisanale. Qui s'appelle Bocaux des Champs. Et en fait, c'est un projet où on a accompagné effectivement une porteuse de projet à la base qui transforme, qui fait de la conserverie. Mais autour, il y a un collectif d'agriculteurs bio, une commune aussi, et donc cette porteuse de projet-là qui ont défini l'intérêt de pouvoir créer un outil une conserverie, qui soit l'outil vraiment et des agriculteurs du territoire et de la mairie pour pouvoir prolonger, on va dire, éviter le reste au champ.
Voilà, c'est ça. Éviter le resto chaud. En fait, il y a énormément de produits qui sont pas ramassés, voilà, puisque ça coûte plus cher de les ramasser. Voilà. Donc, c'est de pouvoir valoriser tout ça. Et en fait, vraiment, ce que je trouve hyper emblématique dans ce projet-là, c'est la façon dont ça s'est construit. C'est pas une personne qui a développé son projet de se dire, bon, bah, il y a une opportunité de marché, je vais aller récupérer les restos champs et puis en faire des conserves et puis je vais les vendre, quoi. Mais c'est vraiment en fait un collectif d'agriculteurs, cette personne qui avait qui s'intéressait en tout cas à tout ce qui était anti-gaspi et la commune sur laquelle sont implantés plusieurs agriculteurs qui se sont dit non, il faut qu'on travaille ensemble pour définir quel est notre intérêt. La commune a aussi l'intérêt de pouvoir nourrir ses écoles, voilà. Les agriculteurs de valoriser leurs produits et la personne de transformer et de faire vivre une activité de vente de bocaux artisanaux. Et donc en fait, le projet ils avancent tous ensemble, quoi. C'est pas l'un qui attend l'autre, c'est pas l'un qui est uniquement fournisseur de l'autre ou client de l'autre, mais la gouvernance entière du projet, elle se partage autour de l'outil qui est la conserverie. D'accord. Et donc cette construction en fait autour d'un intérêt collectif, c'est ce que je préfère en fait que je trouve vraiment emblématique. On en a sur d'autres sujets, des sujets de tiers-lieux par exemple où on a un peu la même dynamique, mais vraiment cette dynamique où l'ensemble des gens réfléchissent ensemble et avancent ensemble sur le projet et pas juste je vais aller chercher mes clients, je vais aller chercher mes fournisseurs, mais bien on se développe ensemble autour d'une société coopérative, en fait. Oui, d'accord. Vous parliez tout à l'heure de clés que vous donnez aux porteurs de projets pour réussir. Qu'est-ce qui fait justement que certains projets vont au bout et d'autres non ? Quels sont les ingrédients, en fait, de la réussite dans le contexte que vous décrivez ? C'est vraiment le point facteur clé de succès, c'est le facteur humain en fait. Je pense que c'est de vraiment que les porteurs de projets à un moment arrivent à se positionner, savoir exactement où ils sont et ce qu'ils veulent en fait. Est-ce que je suis apporteur de l'idée, est-ce que je vais être moi-même à la direction du projet derrière, à la production aussi, ou voilà. Et donc ce positionnement-là, et donc la prise de conscience de qui je vais devoir aller chercher, ou comment je vais devoir faire mon projet, ou comment je vais me positionner par rapport à l'idée de base que j'avais. C'est ça le facteur clé, on va dire, de succès, puisque c'est ça qui peut le faire arrêter aussi assez rapidement. Voilà. Ouais. Les porteurs de projets qui, à un moment, on reste quand même beaucoup sur l'humain, quoi, et l'individuel. Donc, soit c'est un collectif qui fonctionne, et donc du coup, toute l'importance de structurer le collectif pour qu'il soit pérenne et que les gens arrivent à continuer à fonctionner ensemble malgré les différentes difficultés ou les changements de rythme ou d'échelle ou d'enjeu. Et sur le positionnement individuel, c'est à un moment jusqu'où je vais, jusqu'où je donne de ce dont j'ai envie pour un projet qui finalement est un projet collectif, quoi, aussi. Ouais. Donc le facteur humain, je pense, c'est vraiment le plus et qui est pour nous le plus difficile alors, c'est le plus difficile à évaluer à l'entrée. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, on sait absolument pas. Et en plus, pour le coup, c'est ce qui peut aussi complètement changer positivement, j'entends. Ouais. C'est-à-dire que des personnes, on se dit, de toute façon, il va falloir qu'ils trouvent des partenaires ou des gens avec qui avancer parce que voilà, c'est pas un entrepreneur, voilà. Enfin, c'est l'idée qu'on s'en fait. Et que finalement, il y a des gens qui se révèlent complètement. Ouais. Donc, c'est à la fois le risque, mais c'est à la fois les plus belles surprises, en fait, je pense. Vous disiez tout à l'heure que vous accompagnez autant des projets nés en milieu rural que des projets nés dans des plus grandes villes. Qu'est-ce qui fait la spécificité des projets qui naissent en milieu rural ou que vous voyez, vous, dans votre structure ? Est-ce qu'ils sont tous en agriculture, par exemple ? Est-ce que vous voyez des spécificités ?
Non, la spécificité enfin je vois par rapport au projet que nous on accompagne, c'est en milieu rural, quasiment tous les projets qu'on a accompagnés ont, en tout cas, doivent s'inscrire en coopération avec les collectivités, quoi. Ouais, En fait, d'accord. la présence des collectivités dans les projets ruraux est encore plus importante que dans les projets et vitale en fait. Ouais, Puisque, alors j'analyse ça comme ça et je sais pas si, voilà, peut-être que, mais que, en fait, je pense que c'est dû certainement au fait que les projets en milieu rural, souvent, ils s'attachent vraiment à des besoins sociétaux de base, quoi, en fait, hein, d'accès à la mobilité, de dernier commerce, d'accès à la culture, voilà, en fait, c'est plus que des fois des projets où c'est des besoins sociétaux, mais peut-être un peu moins vitaux, ouais. on va dire. Je sais pas si vous voyez. Et donc, Essentiel, qui était le mot à la mode il essentiel, y a merci, quelque c'était temps. le mot, Ouais. exactement, essentiel. Et donc, du coup, les besoins essentiels, normalement, c'est des compétences des collectivités, à la base, pour la plupart. Et donc, ce que j'en vois, c'est que ces projets-là, s'ils arrivent à rentrer en cohérence, on va dire, avec les collectivités, et bien, en fait, ce que je veux dire, c'est que les collectivités sont en recherche de porteurs de projets. Ouais, d'accord. Et de forces vives, en fait, et d'idées. Et que donc, du coup, c'est là où peut y avoir vraiment une belle alchimie, quoi, en fait. Plus facilement que peut-être dans des territoires urbains où bah il y a d'autres enjeux. Peut-être, je sais pas si la notion de concurrence, on peut en parler, mais c'est pas vraiment de la concurrence. Mais voilà, c'est peut-être ça. Donc la présence des collectivités dans les projets ruraux, d'innovation sociale ruraux, et aussi du coup qui se concentrent sur des besoins essentiels, quoi, en fait. Pour nous, pour l'Alterancube, du coup, c'est gratuit pour le porteur de projet, mis à part les frais de déplacement, où on essaye de mettre en place une indemnisation, voilà, mais bon, qui reste qu'une indemnisation. Donc il y a ça quand même qui reste aux frais du porteur de projet. Après, en train, covoiturage, on essaye de s'arranger tous ensemble, voilà, de faire au mieux. Mais sinon, tout le reste, toute l'ingénierie, l'accompagnement avec des prestataires extérieurs, puisqu'en fait, dans le parcours collectif, il y a aussi des experts qui viennent, en fait, qui interviennent. C'est pas uniquement nous qui accompagnons. D'accord. Tout ça, c'est complètement pris en charge pour les porteurs de projets, quoi, cet accompagnement-là. Voilà. Et c'est à peu près le même montage sur les autres dispositifs dans les autres régions. Après, voilà, grosso modo, c'est ça. D'accord. Donc, je suis un porteur de projet. Enfin, j'ai une idée, même pas forcément très aboutie, d'un besoin local, si je reprends avec mes mots, que j'ai identifié, auquel j'aimerais répondre je ou moi avec mon collectif, ou un collectif en devenir. On peut taper à votre porte et comprendre un petit peu pour mieux comprendre, j'allais dire, votre calendrier de soumission de projet. Donc il y a une sélection, j'imagine. C'est ça. Vous sélectionnez un certain nombre de projets que vous allez accompagner pendant les mois qui suivent. Donc il y en a un qu'on lance en juin, qui se clôture en septembre pour un début d'accompagnement début octobre, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et un autre appel à projet qu'on commence souvent décembre, qu'on clôture fin janvier, pour un début d'accompagnement en mars. Et voilà. Et donc tous les 6 mois, sachant que c'est complètement possible qu'on échange avant, ça nous permet aussi du coup de dire aux porteurs de projet, bah tiens, c'est pas mal, bah allez voir là-bas. Enfin voilà, commencez votre diagnostic de territoire, on leur donne des billes. Et en tout cas, de pouvoir identifier les personnes qui vont co-construire le projet. Ouais, un porteur de projet seul, c'est pas une problématique en soi. Enfin, je veux dire, on en a. Mais par contre, il faut qu'ils arrivent quand même avec. De toute façon, j'ai quand même pris contact avec les pattes du coin. J'ai pris contact avec la collectivité. J'ai pris contact avec tel et tel entrepreneur. Et on va ensemble trouver la réponse aux besoins du territoire.
la notion de co-construction, en tout cas dans l'intention de co-construction, elle doit être avérée pour rentrer dans l'incubateur. D'accord. Okay. En même temps, et c'est pas un critère pour fermer les portes ou pas, c'est juste que derrière, sinon le parcours d'accompagnement, il est pas adapté, quoi. Les personnes qui ont pas envie de co-construire, ça arrive. Et du coup, les journées collectives, je pense, ça va leur paraître long. Voilà. Parce que nous, c'est les axes sur lesquels on accompagne, c'est les 5 piliers d'innovation sociale. Donc, c'est la réponse à un besoin. Donc, il faut qu'il y ait un besoin identifié. La co-construction, l'implication des parties prenantes, donc jusqu'à une gouvernance ou pas partagée, mais en tout cas, réfléchir à ça. Le modèle économique pérenne, donc là, ça intéresse tout le monde, mais voilà. Mais en tout cas, nous, on est quand même sur l'hybridation du modèle économique. Et du coup, la finalité, c'est-à-dire le partage collectif de la valeur. Comment l'ensemble de ce qu'on va faire, l'impact va pouvoir redescendre et toucher l'ensemble du territoire. Donc, ça, c'est les axes. Sujet, quand même. Ouais, c'est les axes sur lesquels on accompagne. Je veux pas dire que tous les projets sont comme ça. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, on leur donne des fils à tirer sur tous ces sujets-là. Donc, si ça les intéresse pas, ça va être long. 18 mois avec nous, je comprends. Ça va être long. D'accord. Vous qui travaillez dans l'économie sociale et solidaire depuis quelque temps, est-ce que vous voyez une évolution de la perception, de la connaissance d'ailleurs de ce que c'est parmi les gens que vous côtoyez? Est-ce qu'il y a des résistances encore, des incompréhensions? Est-ce que les choses évoluent? Comment vous voyez ça? Alors, comme je suis hyper optimiste, je dirais que les choses évoluent. Je pense que... Alors, 2 choses. Les choses évoluent. Parce que la notion d'impact, en fait, est très forte partout. Oui. De se dire, et donc, mais par contre, il y a une vraie attention à porter pour ne pas confondre l'utilité sociale et l'impact, par exemple. Enfin, on va dire l'utilité sociale, c'est un impact, mais toute notion d'impact n'est pas forcément l'utilité sociale, en fait. C'est peut-être ça. Okay. Donc, il y a un peu cette confusion des genres où voilà, le mot impact, il est utilisé partout, à toutes les sauces. Et du coup, pour l'ESS, ce positionnement de dire que avant tout, on poursuit un objet d'utilité sociale, voilà, qui est un des fondements de l'ESS. Et du coup, avec l'ensemble des entreprises du monde économique un peu plus classique qui s'emparent de la notion d'impact, et c'est très bien, tant mieux, que l'ensemble des entreprises du secteur classique se posent la question de se dire tiens, on va faire autre chose que du profit, c'est super. Mais du coup, il y a une notion d'éclaircissement peut-être des fois sur de reconnaissance qui est pas facile, je pense. Voilà, c'est un moment un peu charnière, mais où l'important, et c'est là où je dis moi je suis bien parce que nous on est au milieu et du coup on est bien. Mais de pas ce que chacun retourne pas dans son précaré en disant non mais attendez, vous c'est pas voilà, nous on est de l'ESS, vous êtes de ci, ou nous on est du domaine économique, vous êtes de l'ESS, et que du les bons et les méchants, quoi. Voilà. C'est ça. Ouais, d'accord. Voilà. Mais je pense quand même qu'il y a une évolution. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Alter Incube Centre-Val de Loire, puisque c'est de celui-là dont on parle, pour les années à venir? En fait, depuis la création, on a eu cette volonté de se dire oui, on accompagne les projets, voilà, chaque projet. Mais par contre, l'idée, c'est vraiment de créer une communauté de projets et que les projets entre eux gardent contact et puis s'aident les uns les autres au moment soit par thématique, soit par territoire, en tout cas, et qu'il y ait des synergies qui se créent. Et donc, c'est que cette communauté, en fait, ça devienne une force, en fait, pour les projets, vraiment, et en fait, que finalement, les porteurs de projets aient envie de rentrer dans Alter Incube pour rejoindre la communauté, voilà. Parce que je pense que c'est ça qui ferait, de pouvoir faire valoriser l'innovation sociale, quoi, de dire tiens, c'est aussi une façon de vouloir entreprendre avec ces 5 piliers dont j'ai parlé là. Ouais.
et de dire co-construire, c'est pas inutile. N'impliquer les parties prenantes, c'est pas inutile. Et voilà. Sans être dogmatique en tout cas, mais en tout cas de réfléchir comme ça. L'innovation sociale, c'est ça, et on peut le faire pour être au service de nos territoires. Je pense que ça serait bien qu'on soit reconnu pour ça. Je comprends. Merci Anne. Et puis de beaux projets en perspective et plein de belles réussites avec tous les guillemets qu'on peut mettre autour de ce mot, quoi. Voilà. Et toute la notion, la définition qu'on en a à chacun. En fait. C'est ça. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérez des invités. Écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.